Welcome everyone. Welcome to another live stream here. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau live ici. C'est votre hôte, Danny Hai, Fong, et nous avons beaucoup de choses à aborder. Merci de nous rejoindre dans l'émission. Merci de cliquer sur le bouton j'aime en arrivant. Cela aide à faire remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Alors, Donald Trump et son administration ont trouvé à qui parler avec les BRICS. Malgré menace après menace, ultimatum après ultimatum, et malgré l'utilisation de tarifs comme sanctions contre les principaux membres des BRICS, l'organisation que beaucoup considèrent comme une pierre angulaire pour construire une alternative au dollar américain riposte. Le président russe, Vladimir Poutine, a appelé tous les principaux membres des BRICS à la suite des menaces de sanctions secondaires. Et Lula da Silva, président du Brésil, appelle à des expérimentations pour se débarrasser définitivement du dollar américain. La Chine et l'Inde s'apprêtent désormais à relancer leurs relations économiques après des années de conflit entre les deux pays, ce qui signifie que les initiatives de Trump se retournent contre le dollar américain. Donc, pour discuter de tout cela et plus encore, j'ai avec moi un ami de l'émission et un ami en général, Ben Norton. Il est l'animateur du Geopolitical Economy Report. C'est un analyste géopolitique et journaliste indépendant. Ben, ravi de te voir. Merci de m'avoir invité, Danny. C'est toujours un plaisir. Bien sûr, oui. Alors, comme tout le monde en parle, les discussions Russie-États-Unis, qui devraient sûrement durer un certain temps et qui commencent en Alaska, il y a un contexte important à tout cela. Et la guerre menée par l'administration de Donald Trump contre les BRICS, je pense, est une grande partie de la raison pour laquelle l'administration agit de manière aussi désordonnée envers les membres des BRICS que sont la Russie, le Brésil et l'Inde. Donc, je veux vous montrer dans la préparation de ces discussions, nous avons eu en particulier le président du Brésil, Lula da Silva. Il a eu un appel de 40 minutes avec Vladimir Poutine, directement après que des tarifs majeurs ont frappé le Brésil. Et je veux juste passer une vidéo de ses remarques faites ces derniers jours concernant non seulement la manière dont les BRICS devraient répondre, mais aussi ce que les BRICS vont concrètement faire pour répondre à la guerre économique très agressive de Donald Trump. Allons-y. Je vais la passer en silencieux et la lire parce qu'elle est en portugais. Donc, nous pouvons discuter au sein des BRICS de la nécessité d'une monnaie commerciale entre nous, au sein des BRICS. Est-ce que vous reculez? Non, je ne recule pas parce que nous devons tester. Si ça échoue, alors j'avais tort. Mais il faudrait que quelqu'un me convainque que j'avais tort. Donc, il parle du dollar. Puis il dit qu'il a parlé à tout le monde du Brésil, je veux dire de la Chine, de la Russie, même de l'Europe. Et il va, en réalité, organiser, il dit qu'il va organiser avec les BRICS une téléconférence qui va discuter non seulement de la manière dont les BRICS peuvent améliorer les relations entre tous les pays, mais aussi de la manière dont ils sont affectés par la guerre économique menée par Trump et les États-Unis. Donc, Ben, commençons par cela. Comment la guerre économique globale de Donald Trump et des États-Unis contre les BRICS a-t-elle échoué et s'est-elle retournée contre eux? Parce que, tu sais, le dollar américain a commencé l'année en chute libre. Durant les 6 premiers mois, il est dans le pire état en termes de valeur par rapport à un panier de devises depuis 1900, 173. Et je pense que tu es un étudiant en économie, mec. Tu sais ce qui s'est passé en 1973. Il y a eu une grande crise économique. Donc, parle-nous globalement de la manière dont tout cela est en train de se retourner contre eux, aujourd'hui, d'une manière aussi importante. Oui, tu as soulevé tellement de points intéressants et il y a tellement de directions que nous pourrions prendre pour cette discussion. Je vais mentionner quelques effets dans un résumé bref, puis je développerai davantage. En résumé, ce que fait Donald Trump, c'est qu'il accélère le déclin de l'hégémonie américaine.
ce que nous voyons décliner depuis des décennies avec la montée de la Chine en particulier, mais aussi de la Russie, de l'Iran et de l'Inde. Mais Trump appuie simplement sur l'accélérateur, accélérant ce processus. Il accélère aussi la dédollarisation, ce qui est ironique car Trump a constamment menacé les pays qui essayent de se dédollariser, qui cherchent des alternatives au dollar américain. Mais plus il impose de sanctions et de tarifs aux pays du monde entier, plus il les encourage à chercher des alternatives au dollar américain. Et c'est pourquoi les BRICS essaient de créer de nouveaux mécanismes pour commercer dans leur monnaie locale. Ils investissent dans l'or et d'autres actifs, et les banques centrales du monde entier se débarrassent des bons du Trésor américain et achètent de l'or. Voilà aussi ce que provoque Trump. Et lui, ironiquement, plus il attaque les BRICS, plus il renforce en réalité les BRICS et met en évidence pourquoi les BRICS sont si importants, y compris parmi les maillons les plus faibles des BRICS comme l'Inde. Maintenant, le dirigeant actuel de l'Inde, Narendra Modi, Premier ministre issu du parti nationaliste hindou de droite BJP, n'était pas l'un des cofondateurs des BRICS, c'était son prédécesseur, issu du parti centriste et centre-gauche du Congrès national indien, qui a ses racines dans la lutte anticoloniale remontant à Nehru. Donc tu sais, ils avaient toujours ce genre de racines. Même si le parti du Congrès en Inde s'est beaucoup éloigné de ses racines anticoloniales et a pris un tournant néolibéral, ils avaient leurs racines dans cette tradition nationaliste tiers-mondiste anticoloniale. Ce sont eux qui ont rejoint les BRICS. Puis quand Modi est arrivé, Modi a été le dirigeant le plus pro-américain de l'histoire de l'Inde. Mais aujourd'hui, même Modi, à cause des politiques agressives de Trump contre l'Inde, même Modi est forcé de se rapprocher de la Chine. Et tu sais, l'Inde et la Russie ont toujours eu de très bonnes relations. Donc Trump fait tout ce qu'il peut, ironiquement, pour accélérer la dédollarisation et améliorer les relations entre l'Inde et la Chine. Alors que pendant des années, les présidents américains ont essayé de créer une scission, une division entre l'Inde et la Chine et d'aggraver ces relations. Et maintenant, bien sûr, nous avons cette réunion en Alaska entre Trump et Poutine. Trump dit depuis des mois qu'il va essayer de diviser la Chine et la Russie. Il a dit en octobre, dans une interview avec Tucker Carlson, qu'il était convaincu qu'il pouvait diviser la Chine et la Russie. Eh bien, en réalité, toutes ces politiques n'ont fait que renforcer davantage la coopération entre la Chine et la Russie, tandis que la Chine et l'Inde se rapprochent aussi. La Chine et la Russie ont désormais complètement dédollarisé leur commerce. Plus de 95% du commerce bilatéral entre la Chine et la Russie se fait dans leur monnaie nationale, le renminbi ou yuan et le rouble russe. Nous voyons aussi que le président chinois Xi Jinping a effectué un voyage à Moscou pour commémorer le 80e anniversaire de la défaite du fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. La Chine et la Russie ont publié une déclaration commune extrêmement longue, plus de 8000 mots une fois traduite en anglais. Et dans cette déclaration conjointe, ils ont été clairs. Ils ont dit « Des tierces parties n'influenceront pas nos relations ». Ils ont souligné que Pékin et Moscou entretiennent aujourd'hui les relations les plus étroites de toute leur histoire. Et ils ont nommé explicitement les États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas nous diviser. Donc tout ce que Trump dit vouloir faire échoue. En réalité, cela se retourne contre lui. Et ce que cela montre, je souligne toujours que Trump ne fait qu'accélérer une tendance qui n'a pas commencé avec lui. Bien sûr, il y a des libéraux et des démocrates aux États-Unis qui aiment accuser Trump, lui faire porter toute la responsabilité. Tout va mal à cause de Trump. Mais en réalité, il existe une série de tendances observées depuis des décennies. La dédollarisation, le déclin de l'hégémonie des États-Unis, la multipolarisation du monde, le Sud global cherchant à créer des institutions alternatives qui donnent à la majorité mondiale davantage d'influence dans les affaires internationales, au lieu des organisations dominées par Washington. Ce sont des tendances qui n'ont pas commencé avec Trump. Mais je dois le redire, tout ce qu'il fait avec ses attaques extrêmement agressives contre tant de pays, y compris des alliés historiques des États-Unis, ne fait qu'accélérer cette tendance. C'est quelque chose dont toi et moi, Danny, parlons sans cesse.
l'avènement d'un monde de plus en plus multipolaire. Oui, et réagit à ce que Lula a dit, en particulier parce qu'il a vraiment mené une offensive majeure. Il a affirmé clairement que la Russie et la Chine furent les premiers à qui il s'est adressé pour exprimer ses préoccupations, et que tous deux se sont empressés de lui répondre. Il a déclaré que les BRICS doivent commencer à expérimenter une autre monnaie. Maintenant, nous avons déjà discuté de la difficulté que cela représente. Mais en même temps, je pense que même simplement franchir ce pas est en soi un immense défi et un point de pression majeur pour l'ensemble des BRICS et pour le reste du monde multipolaire afin de prendre la dédollarisation encore plus au sérieux. Comment réagis-tu à ces propos? Oui, 2 points principaux ici. Un sur la dédollarisation, un autre sur la politique brésilienne. Je vais commencer par la dédollarisation. Lula appelle à une alternative au dollar américain depuis de nombreuses années. Ce n'est pas nouveau, même s'il est devenu particulièrement vocal ces dernières années à cause de l'abus des sanctions et des tarifs par les États-Unis. Même sous Biden, Lula est allé en Chine et y a prononcé un discours historique à la Banque des BRICS, la nouvelle banque de développement basée à Shanghai, et il a dit « Nous avons besoin d'une alternative au dollar américain ». Lula a expliqué que chaque nuit, il n'arrive pas à dormir parce qu'il pense à la manière de créer une alternative au dollar. Donc ce n'est pas une nouvelle idée. Mais encore une fois, Trump menace désormais le Brésil de manière flagrante. Le gouvernement américain viole si ouvertement la souveraineté du Brésil en s'ingérant dans ses affaires internes. J'y reviendrai dans un instant parce que Trump est allié avec l'extrême droite brésilienne et Bolsonaro, l'un des dirigeants les plus pro-américains et anti-BRICS du monde. L'idée que Bolsonaro soit un nationaliste est ridicule. Il a littéralement vendu son pays aux États-Unis sur un plateau d'argent. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles Trump cherche à s'ingérer contre Lula, parce que Lula est l'un des cofondateurs des BRICS. C'est un point rarement compris, et il y a eu énormément de désinformation de la part des partisans de Trump qui prétendent que Trump lutte contre l'État profond, alors qu'ils ont soutenu Bolsonaro, ce dirigeant d'extrême droite, qui était l'un des plus pro-américains au monde. Bolsonaro faisait des rassemblements au Brésil en brandissant le drapeau américain. C'est hallucinant. Il était président. Lorsqu'il organisait des événements, il est coutume d'avoir les 2 drapeaux des 2 pays représentés. Non, Bolsonaro organisait des événements au Brésil en tant que président avec uniquement le drapeau américain. C'était littéralement une marionnette des États-Unis. Et son fils, Eduardo Bolsonaro, vit aujourd'hui aux États-Unis. Jair Bolsonaro, son père, a même déclaré dans une interview que son fils voulait devenir citoyen américain. Il cherche à obtenir la citoyenneté américaine pour devenir politicien à Washington et imposer des sanctions contre le Brésil. Ce sont des traîtres complets à leur pays. Lula, de son côté, il y a eu cette désinformation propagée par les partisans de Trump, selon laquelle Lula serait soi-disant une marionnette globaliste de George Soros. C'est absurde. Lula a toujours été, depuis son premier mandat il y a près de 20 ans, un dirigeant nationaliste de gauche qui comprend que l'Amérique latine doit jouer un rôle central dans un monde multipolaire. À l'époque où Hugo Chavez était président du Venezuela, Lula travaillait avec le Venezuela et d'autres pays pour créer des alternatives comme la CELAC, la Communauté des États latino-américains et caribéens, fondée comme une alternative à l'Organisation des États américains, basée et contrôlée par Washington. Donc Lula a toujours joué un rôle dans l'intégration latino-américaine. Maintenant, j'ai des critiques envers Lula, bien sûr. Par exemple, il a été très hostile au Venezuela ces dernières années sous le président Maduro. Il a pris certaines décisions qui ont découragé l'intégration régionale en Amérique latine. Il a également attaqué le Nicaragua.
Donc je ne fais pas partie de ceux qui disent que Lula est sans défaut. Il a des failles. Je pense qu'il est trop obsédé par cette idée de démocratie libérale et d'autoritarisme, une sorte d'infection de cette version américaine du libéralisme que je considère comme dangereuse dans le Sud global. Donc non, Lula n'est pas exempt de critiques. Mais en matière de politique étrangère, il a toujours reconnu que le Brésil est un pays immense, avec plus de 200 millions d'habitants, autrefois la 6e économie mondiale. Avant de reculer un peu ces dernières années, à cause de l'ingérence américaine, du coup contre Dilma Rousseff et de l'emprisonnement truqué de Lula en 2018 orchestré par Washington, ce qui a permis à Bolsonaro d'arriver au pouvoir. L'économie brésilienne a traversé une crise ces dernières années, mais il y a peu encore, le Brésil était la 6e puissance économique mondiale. Aujourd'hui, il est sûrement 7e ou 8e selon les critères de mesure. C'est donc une grande puissance économique. Et Lula a toujours dit que le Brésil et l'Amérique latine devaient jouer un rôle essentiel dans le monde multipolaire. Et c'est pourquoi il a cofondé les BRICS. Même avant que Poutine ne revienne comme président, Lula était déjà là comme cofondateur des BRICS. Donc encore une fois, ce que je dis ici, ça revient au point dont je parlais plus tôt, Danny, à savoir que ce que fait Trump accélère des tendances qui existaient déjà. Tout cela se passait déjà même quand Obama était président et quand Biden était président. Mais maintenant, Trump se montre tellement agressif. Il a imposé des tarifs douaniers de 50% au Brésil. Il a sanctionné des responsables brésiliens. Il a sanctionné un juge de la Cour suprême du Brésil. Pourquoi? Parce que Bolsonaro a tenté un coup d'État. Il a essayé d'utiliser l'armée pour renverser violemment le gouvernement après avoir perdu l'élection de 2022 contre Lula. Le coup d'État a échoué. Maintenant, il fait face à des conséquences judiciaires. Comme tout dirigeant qui tenterait un coup d'État devrait en affronter dans n'importe quel pays. Et pourtant, le gouvernement des États-Unis sanctionne le Brésil au nom d'un dirigeant politique brésilien contre le gouvernement démocratiquement élu du Brésil. C'est insensé. C'est un impérialisme complètement flagrant et nu. Désormais, Lula est encore plus ferme dans ses prises de position. Nous ne pouvons pas tolérer cet ordre dominé par les États-Unis. Il a prononcé un discours où il a déclaré « Les États-Unis se prennent pour le shérif du monde, le policier du monde. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Les États-Unis se prennent pour l'empereur du monde. Nous ne voulons pas d'empereur. » Cela encourage encore plus de pays à créer des alternatives. Les BRICS ont toujours été centraux dans cet effort. Mais je pense que les BRICS c'est sûrement pas la fin. On pourrait dire que c'est la fin du commencement. Nous entrons dans une nouvelle phase, mais ce n'est pas le commencement de la fin. Sur la dédollarisation, Lula veut créer une nouvelle monnaie de réserve pour régler les déséquilibres commerciaux. Ce n'est pas nouveau. Après la crise financière de 2008, déclenchée à Wall Street, dévastant les économies mondiales, le gouverneur de la Banque centrale de Chine a prononcé en 2009 un discours historique disant qu'il fallait reconsidérer le système dominé par le dollar. Il a évoqué un retour au concept de Bancor proposé par Keynes à Bretton Woods en 1944. La Chine discute de cela publiquement depuis au moins 16 ans, probablement encore plus longtemps en privé. Il est à noter que 2009 est aussi l'année de la fondation des BRICS. Ces discussions existent depuis des décennies, mais Trump a rendu la chose urgente. Et quand Biden était président en 2022, l'Occident a gelé les 300 000 $ d'actifs étrangers de la Russie. Ils disent qu'ils les ont gelés, mais ils donnent les intérêts à l'Ukraine. C'est du vol. Ajoutez cela à la crise financière de 2008, l'abus des sanctions, les tarifs de Trump contre de multiples pays. Il est devenu évident pour les nations du monde entier, même pour les alliés des États-Unis, qu'elles ont un besoin urgent d'alternatives au dollar. En plus, avec la dette publique américaine et les problèmes du marché des bons du Trésor, c'est une tempête parfaite. L'élection de Trump a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'ici 10 à 20 ans, nous verrons un système financier international complètement différent. Trump a en quelque sorte largué une bombe dessus.
Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « S'abonner » ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Yeah, well, maybe you can talk about why, because what's so interesting. Oui, explique peut-être pourquoi cela se retourne contre lui. Il utilise les tarifs douaniers comme des sanctions. Les grands pays des BRICS réagissent à ces tarifs comme si c'était des sanctions, c'est comme des sanctions inversées, qui coupent des pays du marché américain qui enverra ses marchandises s'il fait face à des taxes arbitraires. Même Lula, malgré ses défauts, est dynamisé pour diriger aux côtés des grandes puissances des BRICS. Sur la dédollarisation, qu'en penses-tu? Tu as raison de comparer sanctions et tarifs douaniers. Ils se ressemblent, mais diffèrent sur un point important. Pour simplifier, les sanctions bloquent l'accès au système financier dominé par le dollar. Les tarifs douaniers bloquent l'accès au marché américain. Les deux consistent à utiliser comme arme l'influence américaine sur la finance et le commerce mondiaux, mais d'une manière différente. Les gens comprennent mal la situation de Cuba. Les conservateurs disent « Cuba utilise le blocus américain comme excuse. Ils peuvent commercer ailleurs. » Ce n'est pas si simple. Cuba subit un blocus illégal des États-Unis depuis plus de 60 ans, depuis que la révolution de 1959 a renversé un dictateur soutenu par Washington. Les États-Unis ont répondu par des sanctions, une invasion ratée de la baie des Cochons, un blocus permanent. Et quand les gens disent « Cuba ne peut pas commercer avec les États-Unis, mais peut commercer ailleurs », à suivre dans le prochain paragraphe. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement commercer avec d'autres pays? Eh bien, parce que de nombreux pays et entreprises ne veulent pas prendre le risque de commercer avec Cuba à cause des sanctions secondaires. Si une entreprise turque commerce avec Cuba, elle risque des sanctions américaines, ce qui signifie qu'elle pourrait être bloquée de tout le système financier et perdre la capacité de commercer avec qui que ce soit. Donc la plupart des entreprises disent « Nous n'allons tout simplement pas commercer avec Cuba. Trop risqué. Pas la peine pour une petite économie insulaire de 10 millions d'habitants. » Les entreprises préfèrent se protéger. L'assurance devient extrêmement coûteuse pour tout commerce lié à Cuba. Ce petit exemple illustre un phénomène beaucoup plus large. Retour à la première guerre froide. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sanctions américaines. Mais après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les États-Unis ont intensifié la guerre hybride. Guerre économique, guerre financière, guerre cyber, guerre de l'information, guerre psychologique, pour maintenir leur hégémonie à travers les changements de régime et les révolutions de couleur. L'abus des sanctions a explosé après le 11 septembre sous Bush Jr. Auparavant, seuls quelques pays étaient sanctionnés: Cuba, la Corée du Nord, l'Iran. Aujourd'hui, un tiers de tous les pays subissent des sanctions américaines. 60% des pays à faible revenu sont sanctionnés. Cette pression a forcé les nations à chercher des alternatives au système financier dominé par les États-Unis. Alors que la Corée du Nord est auparavant le pays le plus sanctionné, la Russie détient désormais ce titre. Mais surtout, la Russie est une grande économie, contrairement aux États plus petits sanctionnés, Cuba, l'Iran, le Venezuela. Cela a conduit la Chine et la Russie à collaborer avec de plus petites économies pour créer des alternatives. La Chine a développé son système interbancaire CIPS. La Russie a créé son propre système de messagerie financière. Ces mécanismes remplacent certains aspects du système SWIFT, basé en Belgique, mais contrôlé par les États-Unis. Sanctions contre tarifs douaniers.
Les deux sont des armes économiques, mais les sanctions bloquent l'accès à la finance basée sur le dollar. Les tarifs douaniers bloquent l'accès au marché américain. Les deux utilisent l'influence américaine sur la finance et le commerce mondiaux comme armes, mais d'une manière différente. Contexte historique. La domination du dollar a commencé dans les années 1920 lorsqu'il a remplacé la livre sterling britannique. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis détenaient la majorité des réserves mondiales d'or. Les industries des concurrents étaient détruites. Les États-Unis ont conçu le système financier avec le dollar en son centre, rejetant la proposition de Keynes d'un Bancor comme actif de réserve neutre, basé sur un panier de devises et de matières premières. Plus tard, le FMI a créé les droits de tirage spéciaux, DTS, proche du concept de Bancor, mais le veto américain empêche les DTS d'acquérir une réelle influence. Même si le yuan chinois a rejoint le panier des DTS, sa part reste minimale. Le lien avec le commerce. Après que Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or en 1971, le Nixon Shock, le système de Bretton Woods s'est effondré. À l'origine, les monnaies étaient rattachées au dollar. Le dollar était rattaché à l'or à 35 $ l'once. La France, sous De Gaulle, a révélé la faille en échangeant ces dollars contre de l'or, démontrant que les États-Unis n'avaient pas assez de réserves pour soutenir leur monnaie. Cela a été clair pendant de nombreuses années, mais tout a basculé sous Nixon en 1971. Avant cela, les États-Unis commençaient à développer un déficit commercial avec le reste du monde, ce qui, en termes économiques, est connu comme un déficit du compte courant. Cela signifiait que dans les années 40 et 50, les États-Unis étaient cette superpuissance manufacturière exportant des tonnes et des tonnes. Mais dans les années 60 et 70, comme l'a montré l'économiste Michael Hudson, l'Empire américain dépensait tellement à l'étranger pour son empire de base militaire. La guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre froide. Ainsi, les États-Unis dépensaient tellement à l'étranger qu'ils ont commencé à accumuler de plus en plus un déficit du compte courant, un déficit commercial avec le reste du monde. Les États-Unis importaient de plus en plus et exportaient de moins en moins, surtout après la fin de la convertibilité du dollar en or en 1971. Si l'on examine le déficit du compte courant américain, il a littéralement explosé, et les États-Unis ont commencé à aspirer de plus en plus d'exportations des pays du monde entier. Les États-Unis sont devenus le principal importateur, ce qu'on appelait l'importateur en dernier ressort. Et ce qui s'est également passé, c'est que Wall Street a compris qu'elle pouvait aspirer l'excédent des pays du monde entier. Vous savez, les travailleurs doivent travailler dur et se casser le dos pour produire tout cet excédent. Et ensuite, cette valeur serait investie à Wall Street par les élites, même dans le sud global, surtout les élites corrompues. Elles envoyaient leurs richesses vers des paradis fiscaux offshore, puis l'investissaient à Wall Street. Cela a donc profité à Wall Street. On a vu de grosses bulles sur le marché boursier, une augmentation massive de la demande pour les obligations américaines à mesure que les États-Unis accumulaient un déficit plus important. Tous ces dollars ont circulé dans le monde. Les États-Unis ont également exercé des pressions sur l'Arabie saoudite et les pays du Golfe pour vendre leur pétrole en dollars, ce qui assurait une demande mondiale de dollars. Ces pétrodollars ont été recyclés dans le système bancaire américain, à Wall Street, dans les actions, les obligations et l'immobilier aux États-Unis. Ainsi, on a assisté à cette prospérité dans le secteur financier, qui était l'inverse du déficit commercial américain avec le reste du monde. Car en économie, le compte de capital est l'inverse du compte courant. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que les États-Unis exportent de moins en moins et importent de plus en plus et accumulent de plus en plus de dettes, ce qui signifie que les États-Unis importent des biens et exportent des dollars. Ainsi, tous ces autres pays se retrouvent avec ces dollars excédentaires.
Que font-ils de ces dollars? Ils investissent ces dollars aux États-Unis, à Wall Street, ce qui crée un excédent du compte de capital. Ce capital afflue donc aux États-Unis, ce qui provoque de grandes prospérités. Cela entraîne également la désindustrialisation, ce dont Trump se plaint. Mais tout cela est le produit du système dollar qu'il veut défendre. Il dit vouloir menacer les pays qui veulent se dédollariser. Pire que la guerre s'il dollarisait. C'est pire qu'une guerre mondiale. Oui, exactement. Donc ce que nous voyons, c'est qu'en fait, en 1971, Nixon a détaché le dollar de l'or. Mais ça n'a pas commencé avec Nixon. Tu sais, Nixon et Trump sont très similaires à bien des égards. J'en ai parlé sur ton émission avant, en fait. Et tu sais, Nixon était considéré comme un républicain populiste. Il était très à droite, très anticommuniste, mais il est allé en Chine, n'est-ce pas? C'était un politicien très étrange et contradictoire, tellement anticommuniste et conservateur qu'il a pu se rendre en Chine. Un démocrate n'aurait pas pu faire cela, même si les démocrates sont anticommunistes, mais ils auraient été présentés par les conservateurs comme des crypto-communistes. Tu vois? Donc Trump est très similaire à Nixon, à bien des égards. Et Nixon, à son arrivée, héritait de problèmes et de tendances qui existaient déjà avant lui. Mais ces contradictions se sont accélérées sous Nixon et sont entrées en crise. Et je pense que Trump est un président très similaire. Toutes ces tendances dont j'ai parlé, elles existent depuis des décennies. Mais maintenant que Trump est là, il fait exploser le système encore plus de manière extravagante que Nixon. Donc, pour revenir très brièvement sur les tarifs et leurs liens avec le déficit commercial américain. Trump se plaint d'un problème qui dure depuis des décennies, n'est-ce pas? Les États-Unis ont ce déficit commercial massif avec le reste du monde, ce déficit du compte courant énorme et la financiarisation de l'économie américaine. C'est vrai, cela a aussi conduit à la désindustrialisation des États-Unis et à l'abandon de la Rust Belt. Mais Trump, bien sûr, blâme la Chine, l'immigration, le Mexique. Pourtant, il adopte toutes ces politiques qui servent Wall Street. Tu sais, le Genius Act qui donne carte blanche à la crypto, sa dérégulation de la crypto. Trump a également mis fin à l'application des lois antitrust. Il donne donc libre cours à tous ces monopoles corporatifs et ces réductions d'impôts pour les riches et les entreprises. Ainsi, Trump alimente cette prospérité à Wall Street. Le marché boursier connaît la plus grosse bulle de l'histoire. Le marché immobilier américain est dans une bulle encore plus grande qu'avant la crise financière de 2008. Trump est tellement contradictoire parce qu'il reconnaît ces problèmes existants. Il ne les a pas inventés. La désindustrialisation est un problème majeur, mais il pense que les tarifs résoudront ce problème en empêchant d'autres pays d'exporter vers les États-Unis, ce qui, selon lui, obligerait les entreprises à investir aux États-Unis pour produire des biens localement. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. En réalité, ce qui se passe, c'est que cela augmente les coûts des biens aux États-Unis et ces importations continuent d'arriver. Peut-être qu'elles ne viennent pas de Chine, elles passent peut-être par le Vietnam, le Mexique ou un autre pays tiers, mais cela augmente simplement les coûts. Donc les tarifs de Trump. Pour résumer très brièvement ce que je disais au début, sanctions et tarifs fonctionnent différemment. Les sanctions bloquent l'accès d'autres pays au système financier dominé par le dollar américain et l'accès au dollar. Les tarifs empêchent les pays de commercer avec les États-Unis, d'exporter vers les États-Unis. Ils bloquent l'accès au marché américain. Mais d'une manière similaire, ces deux politiques ont accéléré la dédollarisation et n'ont fait qu'encourager les pays à chercher des alternatives à ce système dollar américain que je décris depuis 100 ans. Trump affirme vouloir protéger ce système, mais là encore, de manière contradictoire, il accélère sa disparition. Oui, oui. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Alors, c'était très bien dit, Ben. Nous devrions examiner un autre effet concret de la guerre économique des États-Unis sous Donald Trump, sous la forme des tarifs douaniers, comme nous l'avons évoqué, en lien avec le conflit en Ukraine. Des tarifs importants ont été imposés à l'Inde, menacée à 50%, bien sûr, ce n'est pas tous les produits indiens, mais une partie d'entre eux, et c'est significatif dans
le sens où cela a poussé l'Inde à renouer ses liens avec la Chine après cette rupture, et non seulement l'Inde a repris les vols directs avec la Chine, mais aussi après l'annonce de ces tarifs, Modi va se rendre au sommet SCO à Shenzhen, en Chine, ce qui conduira probablement à une rencontre entre Xi Jinping et Modi. Ce serait la première fois que Modi se rend en Chine et qu'un Premier ministre indien se rend en Chine depuis 7 ans. Et tout le monde n'est pas si enthousiaste à propos de ces tarifs. Je vais vous montrer John Bolton, un néocon notoire. Voilà ce qu'il a dit au sujet des tarifs de Trump sur l'Inde et comment il pousse essentiellement l'Inde vers la Chine et la Russie, même si cela est censé viser à pousser l'Inde à arrêter d'acheter du pétrole russe. Cela montre exactement ce que je pense être le pire scénario pour les États-Unis. L'Inde a réagi très négativement, comme on pouvait s'y attendre, à ces tarifs liés aux achats de pétrole russe, en partie parce qu'elle voit que la Chine n'a pas été taxée. Et Trump semble, selon beaucoup d'experts sur la Chine, traiter la Chine plus légèrement qu'il n'a traité l'Inde, mettant ainsi en péril des décennies d'efforts américains pour éloigner l'Inde de la Russie, pour éloigner l'Inde de la Chine, afin qu'elle nous rejoigne dans la tentative de contrer les efforts chinois visant à obtenir l'hégémonie le long de son long périmètre indo-pacifique. Et l'ironie ici, c'est que, tandis que les tarifs secondaires contre l'Inde sont destinés à nuire à Russie, ils pourraient en réalité pousser l'Inde plus près de la Russie et, ironiquement, plus près de la Chine, peut être pour négocier ensemble. Cela se produit réellement. Et il n'est pas le seul néocon craintif de la situation. Il y a Max Boot, bien sûr, un champion de la guerre en Irak, divisé pour mieux régner. Trump fait le contraire. Ces politiques poussent des alliés potentiels des États-Unis dans les bras de la Russie et de la Chine. Parle-nous de la façon dont la Chine est devenue un immense bénéficiaire de cette situation, dans le sens où l'Inde cherche sérieusement à étendre et diversifier ses liens de manière presque choquante avec la Chine, ce qui n'était absolument pas prévu. Oui, à bien des égards. Encore une fois, je parle de la contradiction de Trump. Il dit vouloir faire quelque chose, et ses politiques provoquent exactement l'effet inverse. Il dit vouloir sauver l'hégémonie du dollar américain. Il accélère en réalité sa dilution. Il dit vouloir réduire le déficit du compte courant des États-Unis, c'est-à-dire le déficit commercial avec le reste du monde. En réalité, il va probablement l'augmenter dans bien des aspects. Et en ce qui concerne la Chine, Trump a été obsédé par l'idée d'affaiblir et d'isoler la Chine. Il renforce en réalité la Chine. Ses politiques se retournent contre lui. D'ailleurs, en Chine, il y a un terme souvent utilisé pour Trump, une critique un peu moqueuse. Il l'appelle « Trump constructeur de la nation ». Dans la tradition chinoise, le nom de famille vient d'abord, suivi du prénom. Cela signifie « constructeur de la nation ». C'est leur nom chinois pour lui. Mais il ne construit pas les États-Unis, il renforce la Chine. Il contribue à bâtir la nation chinoise. Et voici un autre exemple. Ce criminel de guerre, John Bolton, qui devrait être en prison, l'un des architectes de la guerre en Irak, appelle depuis des décennies à bombarder l'Iran et tous les pays. C'est un véritable faucon de guerre. Il se vantait que, durant le premier mandat de Trump, supposé combattre le Deep State, Trump s'entourait de néoconservateurs bellicistes, dont John Bolton, qui était son conseiller à la sécurité nationale. Bolton se vantait d'avoir soutenu une tentative de coup d'État au Venezuela. Trump voulait envahir le Venezuela. Et maintenant, Marco Rubio, autre néocon notoire, est à la fois secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale sous Trump, dans son second mandat, ce qui fait de Rubio la deuxième personne dans l'histoire des États-Unis à occuper ces deux postes après un autre criminel de guerre notoire, Henry Kissinger. Donc Bolton, Kissinger, Rubio, ils sont tous du même calibre. Revenons à Bolton. Ironiquement, je ne suis d'accord avec lui que dans 1% des cas, mais ici, il a raison. Sauf que c'est une bonne chose que les États-Unis fassent cela, car cela renforce le monde multipolaire. Trump, encore une fois, est tellement stupide que ce qu'il fait en essayant d'isoler tous ces pays et de menacer l'Inde.
L'une des choses qui l'irrite est que l'Inde a un excédent commercial croissant avec les États-Unis. Donc, honnêtement, je ne pense pas que ces tarifs contre l'Inde concernent vraiment la Russie. Ce n'est pas à propos de l'achat de pétrole russe par l'Inde. Car comme nous l'avons dit, la Chine achète énormément de pétrole russe et Trump n'a pas imposé de tarifs spécifiques à la Chine à ce sujet parce qu'il négocie maintenant avec la Chine pour un accord commercial. Trump utilise donc cela comme prétexte pour imposer de lourds tarifs à l'Inde afin de la pousser à la table des négociations pour forcer un traité inégal comme il l'a fait avec l'UE. Ce que Trump ne comprend pas, parce qu'il ne connaît rien à la politique internationale, c'est que l'UE est totalement subordonnée aux États-Unis. Ce sont des vassaux. Aujourd'hui, cela est dit ouvertement par des think tanks européens comme le European Council on Relations qui se plaignent de la vassalité de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. L'Inde n'est pas un vassal des États-Unis. J'ai beaucoup de critiques sur la politique étrangère et le gouvernement indien, mais c'est absolument pas un vassal. L'Inde est un pays très indépendant et le gouvernement indien a toujours maintenu une politique étrangère non alignée. L'Inde était l'un des cofondateurs du mouvement des non-alignés. À l'époque où le mouvement a été cofondé, c'était sous Nehru, qui était un leader anticolonial de gauche. Aujourd'hui, Modi est un nationaliste hindou de droite et il s'est beaucoup éloigné de la politique étrangère historique de l'Inde. Si l'on remonte à la première guerre froide, l'Inde était toujours fière d'être le leader du mouvement du tiers-monde, maintenant ce que l'on appellerait le Sud global. L'Inde, sous le parti du Congrès national indien, s'affiliait davantage au Sud global. Sous Modi, ironiquement, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il y a maintenant une décennie, il était le leader indien le plus pro-occidental de l'histoire, et en particulier le plus pro-US. Mais encore une fois, Trump le force à revenir à cette politique étrangère plus non alignée, et Trump défait des décennies de politique américaine visant à séduire l'Inde pour isoler la Chine, remontant même avant Obama jusqu'à George W. Bush, mais surtout sous Obama. Obama avait cette offensive de charme. Il disait qu'il était le meilleur ami de Modi. Il adorait Modi. Tu sais, malgré le fait que Modi soit un nationaliste hindou d'extrême droite avec des politiques très islamophobes. Tu vois, c'est typique des démocrates. Ils prétendent soutenir, tu sais, l'antiracisme, s'opposer à l'islamophobie, défendre les droits civiques, et ainsi de suite. Et puis ils sont totalement disposés à travailler avec ces leaders d'extrême droite lorsque cela sert leurs intérêts politiques. Donc c'est pas quelque chose d'unique à Trump. On parle souvent du bromance Trump-Modi. Eh bien maintenant, on voit que Trump va à l'encontre de Modi parce qu'il essaie d'utiliser ses tarifs sur l'Inde pour la forcer à signer un accord commercial injuste qui bénéficierait aux États-Unis au détriment de l'Inde. Je ne pense pas que cela se produira vraiment, car tout d'abord, le commerce de l'Inde avec les États-Unis n'est pas si important. Le commerce de l'Inde avec la Russie et même avec la Chine est plus important que son commerce avec les États-Unis. De plus, la politique étrangère de l'Inde, lorsqu'on revient au mouvement des non-alignés pendant la Première Guerre froide, l'Inde s'était rapprochée de l'Union soviétique. Même si elle faisait partie du mouvement des non-alignés, tout le monde savait que l'Inde était une amie très proche de l'Union soviétique. Et bien sûr, lors de la scission sino-soviétique. Encore une fois, tu sais, l'histoire avance de manière étrange parce que j'ai parlé plutôt de Nixon. C'était ce Nixon conservateur d'extrême droite et anticommuniste qui est allé en Chine. Il a rencontré Mao Zedong et a normalisé les relations avec la Chine. L'histoire fonctionne de manière étrange. Et bien sûr, après la scission sino-soviétique dans les années 1960, la Chine était très anti-soviétique et s'est rapprochée de l'Occident pour contrebalancer l'Union soviétique, tandis que l'Inde était très proche de l'Union soviétique. L'Inde entretenait de très mauvaises relations avec la Chine. Et en fait, dans les années 1960, l'Inde et la Chine ont eu des conflits frontaliers, et ils ont eu des conflits frontaliers de faible intensité
Depuis, il y a eu une guerre entre l'Inde et la Chine. L'Inde était donc fermement dans le camp pro-soviétique pendant la Première Guerre froide, malgré son leadership dans le mouvement des non-alignés. Et après la fin de la Première Guerre froide, nous avons vu que l'Inde était un État à parti unique pendant la majeure partie de son histoire moderne, de l'indépendance en 1947 jusqu'en 2014, avec l'arrivée de Modi. Le Congrès national indien dans les années 1990, avec la chute de l'Union soviétique, voyait clairement que la Russie rejoignait un peu le camp américain et que l'écriture était sur le mur. Et l'Inde a amélioré ses relations avec les États-Unis de manière significative, prenant un virage plus néolibéral. Mais maintenant, nous voyons que la Russie est à nouveau une grande puissance. La Chine est certainement une grande puissance. En 2009, suite à la crise financière américaine, il était clair que les États-Unis étaient en déclin. L'Inde a donc rejoint les BRICS en 2009 lors de leur cofondation. Et nous en sommes là aujourd'hui, et la situation mondiale est complètement différente. Trump vit à une époque où il surestime le pouvoir de l'Empire américain. Il pense que les États-Unis peuvent forcer tous ces pays à faire ce qu'ils veulent avec des tarifs, des sanctions et autres. Mais il fait face à la réalité, et Modi aussi. Modi avait été un leader relativement pro-US, mais il reconnaît aussi que la Russie est l'un des partenaires les plus importants de l'Inde. La Russie vend à l'Inde beaucoup de pétrole vraiment bon marché. Il reconnaît que la Chine est une économie montante majeure, la plus grande du monde lorsqu'on la mesure au PIB en parité de pouvoir d'achat. Ils sont voisins, ils doivent s'entendre, ils vont commercer de plus en plus. L'Inde veut des investissements chinois. Tous ces facteurs poussent l'Inde vers une position plus non alignée. Je ne m'attends pas à ce que l'Inde et la Chine deviennent de bons amis. Mais cela montre que l'hégémonie des États-Unis est beaucoup plus faible aujourd'hui que ne le pense Trump et beaucoup de gens à Washington, y compris les démocrates. Oui. Eh bien, comme tu as sûrement remarqué, Ben, lorsque tout cela a été imposé à l'Inde, visa et justification, c'était que les États-Unis voulaient éloigner l'Inde de la Russie et la punir pour son commerce et son pétrole avec la Russie. Tu as sûrement vu l'énorme réaction négative que Trump a reçue de la part des archi-néoconservateurs à ce sujet, parce que cela arrivait en même temps que Donald Trump reportait son offensive tarifaire contre la Chine de 90 jours supplémentaires. Il y aura donc encore 90 jours pendant lesquels des négociations auront probablement lieu, mais pas de tarifs supplémentaires sur la Chine pour cette période. Et maintenant, je veux passer. Quand nous passons John Bolton, Ben c'était Caitlin, Collins, qui est un faucon en matière d'hégémonie américaine, et ici elle interroge qui est-ce, Monsieur Navarro? Quel est son prénom? Peter Navarro, je crois, qui siège au cabinet de Trump, propos de ces tarifs. Et il a dit quelque chose de vraiment intéressant. J'espère que les gens peuvent l'entendre. La Chine achète plus de pétrole russe que l'Inde et elle n'a pas été ciblée pour cela. Alors, pourquoi l'Inde voit ses tarifs doubler? Comme le dit le patron, voyons ce qui se passe. Gardez à l'esprit que nous avons des tarifs douaniers de plus de 50% sur la Chine, n'est-ce pas? Mais ils pourraient être plus élevés, mais ils n'ont pas été punis pour l'achat de pétrole russe. L'Inde est visée, nous avons plus de 50% de tarifs, mais pas la Chine. Donc nous ne voulons pas en arriver au point où nous nous faisons réellement du mal. Je veux juste m'arrêter là, parce qu'il dit à elle, nous ne voulons pas en arriver au point où nous nous faisons du mal. Et nous avons entendu la même chose de J.D. Vance sur Fox News. Il a dit la même chose, il a dit, eh bien, si vous montez trop les tarifs contre la Chine, ça commence à nous nuire. Alors Ben réagit à cela, car il y a eu beaucoup de pression sur l'administration Trump pour augmenter réellement les tarifs contre la Chine au même niveau que l'Inde, si ce n'est plus, pour cette raison même. Et l'administration Trump a dit clairement, si nous faisons cela, cela nous fera encore plus de mal. Qu'en penses-tu? Oui, très bien. Donc, quelques points à répondre ici.
Tout d'abord, je suis content que tu aies parlé de la manière dont CNN pousse Trump à être encore plus belliciste et agressif. Ils disent, d'accord, tu punis l'Inde, mais pourquoi ne punis-tu pas aussi la Chine? Tu devrais punir et attaquer tout le monde. Cela montre juste à quel point c'est pitoyable. C'est la situation politique aux États-Unis. Évidemment, nous passons une heure ici à critiquer Trump, et je pense que Trump est un leader absolument horrible. Mais aussi, la soi-disant opposition démocratique est tout aussi mauvaise. C'est tellement pitoyable la situation politique aux États-Unis où tout le monde est d'accord pour que les États-Unis soient cet empire mondial attaquant tout le monde. Attaquant la Chine, attaquant l'Inde, attaquant la Russie. C'est incroyable. Mais pour revenir à ton point principal sur le commerce, quelques éléments. Tout d'abord, le commerce des États-Unis avec la Chine est beaucoup plus important que le commerce avec l'Inde. Regardez ce que les États-Unis importent de l'Inde. Regardez ce qu'ils importent de la Chine. Ce n'est pas du tout le même niveau d'importance. Les importations américaines depuis la Chine comprennent, oui, les gens parlent de biens en plastique bon marché, de jouets et de vêtements. Je veux dire, ils pensent à la Chine d'il y a 40 ans. Les principales exportations chinoises vers les États-Unis comprennent maintenant des téléphones portables, des ordinateurs, des semi-conducteurs, ironiquement, des puces. Car oui, Taïwan, qui est une province de Chine selon le droit international, fabrique les puces les plus avancées et haut de gamme conçues par Nvidia, mais elles sont fabriquées par TSMC à Taïwan. Pourtant, la grande majorité des soi-disant puces legacy, les semi-conducteurs utilisés dans la plupart des technologies courantes, sont fabriqués en Chine continentale par SMIC et d'autres entreprises chinoises. Donc, les États-Unis dépendent fortement. Aussi, les batteries, présentes dans toutes les technologies modernes. Nous avons besoin de batteries. Les États-Unis dépendent donc de nombreuses importations critiques en provenance de Chine. Autre exemple, les minerais stratégiques. Et la Chine a agi de manière très stratégique. Trump menaçait des tarifs de 145% sur la Chine. La Chine a donc dit, très bien, nous répondrons en restreignant l'exportation de minerais stratégiques, en particulier les terres rares, car la Chine représente la grande majorité de la chaîne mondiale de traitement des terres rares. Et les terres rares sont aussi nécessaires pour de nombreuses technologies avancées et surtout pour l'équipement militaire. Donc la Chine est simplement beaucoup plus importante. Son rôle dans l'économie mondiale, dans la chaîne d'approvisionnement globale. La Chine est la chaîne d'approvisionnement mondiale, dans la chaîne de valeur globale, les types de technologies et biens qu'elle produit, comparé à l'Inde. Quand Modi est arrivé, il y a 11 ans environ, il avait cette idée de faire de l'Inde une puissance manufacturière. Il a dit qu'il allait augmenter massivement la part du PIB liée à l'industrie manufacturière en Inde et que l'Inde allait essayer de suivre la Chine pour devenir ce hub manufacturier mondial. C'est un échec complet. En fait, la part du PIB industriel en Inde a diminué sous Modi. Elle n'est pas devenue un hub manufacturier mondial. Beaucoup de productions manufacturières, surtout de bas niveau, ont quitté la Chine. Et où vont-elles? Pas en Inde. Une grande partie va en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam, en Thaïlande et en Indonésie. Donc la réalité est que les États-Unis peuvent se permettre de faire ce genre d'intimidation envers l'Inde. Ils ne peuvent pas faire cela avec la Chine, car la Chine a clairement montré qu'elle avait des cartes à jouer, comme les restrictions sur les terres rares. Qu'est-ce que l'Inde pourrait restreindre? Quel type d'exportation l'Inde pourrait-elle limiter vers les États-Unis, que les États-Unis ne pourraient pas obtenir d'autres pays? Cela montre donc que les États-Unis ont beaucoup plus de leviers sur l'Inde que sur la Chine. Cependant, un gros astérisque. J'ai déjà mentionné que le commerce des États-Unis avec l'Inde n'est pas aussi important pour les États-Unis que le commerce avec la Chine, mais cela va dans les deux sens. Le commerce de l'Inde avec les États-Unis n'est pas aussi crucial pour l'Inde que le commerce de la Chine avec les États-Unis l'est pour la Chine. Même avec la Chine, cela change en raison de la relation étroite qu'elle avait avec les États-Unis depuis, encore une fois, l'histoire de la scission sino-soviétique. Dans les années 1970 jusqu'aux années 2000, la Chine et les États-Unis étaient très proches.
Et à partir des années 2010, la Chine a commencé à diversifier. Elle a créé la Belt and Road, surtout sous la direction du président Xi Jinping. La Chine s'est orientée un peu plus vers une politique multipolaire, essayant de diversifier sa politique étrangère et son commerce en commerçant avec d'autres pays. L'Inde a toujours été ainsi. Elle n'a jamais été un allié proche des États-Unis. Pendant la Première Guerre froide, elle était beaucoup plus pro-soviétique. Et même dans les années 1990 et 2000, avec le tournant néolibéral en Inde et la direction légèrement pro-US, elle n'a jamais eu autant de commerce avec les États-Unis que la Chine. Encore une fois, Trump, c'est un point que je répète car il est crucial de comprendre. Trump pense que les États-Unis ont tellement de leviers et de puissance, mais ce que nous voyons, c'est que plus il attaque ces pays, plus nous voyons les limites du pouvoir américain. Et cela devient de plus en plus clair, Ben, que malgré tout cela, et beaucoup de gens considèrent l'administration Trump, Donald Trump lui-même, comme peu intelligencé, sûrement un facteur, mais ce n'est pas le seul facteur. Oui. Voilà pourquoi je veux en venir, car il y a ce facteur, mais c'est fascinant, parce qu'ils savent, comme nous l'avons vu, avec Peter Navarro et d'autres membres de l'administration Trump, que les tarifs ont un impact négatif lorsqu'ils vont trop loin, par exemple avec la Chine. Mais avec ça, Ben, en poussant l'Inde contre la Chine, il ne cligne même pas des yeux quant au fait de reculer. Voici juste un petit extrait de ce que Scott Bessey a dit sur l'importance de maintenir les tarifs sur l'Inde. Prêt à négocier, et nous avons mis des tarifs secondaires sur les Indiens pour avoir acheté du pétrole russe. Et je peux imaginer que si les choses ne vont pas bien, alors les sanctions ou les tarifs secondaires pourraient augmenter. Et la Chine dans tout ça ? Il fait référence aux discussions entre Poutine et Trump. Là, littéralement, Scott Bessey, secrétaire au Trésor, dit que ces tarifs dépendent d'une rencontre, un soi-disant acte de diplomatie qui n'a rien à voir avec l'Inde, à part le fait qu'ils disent punir l'Inde pour avoir acheté du pétrole russe. Alors, quelle est votre réaction à cela? Parce que c'est stupéfiant qu'ils ne clignent même pas des yeux face aux conséquences possibles de tout cela. Oui, j'ai les chiffres ici, parce que quand on y réfléchit, ça commence à avoir un peu plus de sens. D'accord. Le commerce biens et services des États-Unis avec l'Inde en 2023 était de 212 milliards de dollars. Pardon, c'était en 2024. Donc, le commerce États-Unis-Inde, commerce des États-Unis avec l'Inde en 2024, 212 milliards de dollars. La même année, le commerce des États-Unis avec la Chine, 658 milliards, 3 fois plus. Maintenant, l'Inde a 1,4 milliard d'habitants. La Chine a 1,4 milliard d'habitants. Ils ont donc à peu près la même taille. Les États-Unis commercent 3 fois plus avec la Chine. Et j'ai déjà parlé de l'importance de ce que les États-Unis importent de Chine, pas tout, mais beaucoup, par rapport à ce qu'ils importent de l'Inde. Et les États-Unis ne peuvent pas trouver beaucoup d'alternatives à ce qu'ils importent de Chine, alors qu'ils peuvent en trouver pour ce qu'ils importent de l'Inde. Cela explique donc les principales différences. Encore une fois, la stratégie, ce clip que tu viens de montrer, de Scott Bessey, le milliardaire gestionnaire de fonds spéculatifs qui dirige maintenant le Trésor américain sous Trump, montre clairement que ce qu'ils font avec ces tarifs sur l'Inde, c'est les utiliser comme levier. Ils vont essayer de forcer l'Inde à signer une sorte d'accord avec les États-Unis. Je pense que ça va sûrement arriver. L'Inde essaiera sûrement de signer un accord avec les États-Unis. Ils ne veulent pas de tarifs de 50%. C'est vraiment élevé. Bien sûr, aucun pays ne veut de ces tarifs massifs parce que, vous savez, même la Chine, observez, le gouvernement américain a clairement déclaré qu'il mène une nouvelle guerre froide contre la Chine. Mais la Chine sait que les gens, croyez-moi, je sais, les responsables de la politique étrangère à Pékin, les diplomates, analystes, professeurs, ils sont très intelligents.
Leur niveau et celui de ces analystes et experts à Pékin est bien supérieur à celui des soi-disant experts à Washington. Nous parlions de l'élément de stupidité. Je ne suis pas d'accord avec certains démocrates qui disent « tout ce que fait Trump, c'est parce qu'il est stupide. Il ne sait rien ». Évidemment, c'est une simplification extrême, mais il y a un élément d'ignorance extrême et de stupidité, et aussi d'arrogance, qui est le revers de l'ignorance. Parce que quand on ne sait rien du monde, il est facile d'être très arrogant sur son pouvoir. Et c'est vrai pour beaucoup de politiciens américains, surtout les républicains et ce genre de nationalistes de droite qui agitent le drapeau et se font mousser. Regardez Pete Hegseth. Ce type, il n'est pas brillant. Je parle toujours de son livre complètement fou, publié en 2020, American Crusade, où il disait que les États-Unis menaient une guerre sainte contre la Chine. Il l'a dit dans son livre. Il est maintenant secrétaire à la Défense. Donc, évidemment, les gens en Chine savent ce qui se passe à Washington, mais ils veulent aussi continuer à commercer avec les États-Unis, car de leur point de vue et celui de beaucoup de pays, le commerce n'est pas politique. Je pense que le commerce est politique, mais je comprends aussi leur point de vue. Ils voient comment les États-Unis utilisent le commerce comme arme. Et l'Inde a une vision similaire. Ils se disent « nous voulons juste commercer ». Nous ne voyons pas le commerce comme un outil politique. Trump, lui, dit que le commerce est un outil politique. L'accès au marché américain est un privilège, selon Trump. Fondamentalement, la façon dont je vois cela, ça n'a pas commencé avec Trump. Il y avait une carte très intéressante publiée par Bloomberg, basée sur des sources internes sous l'administration Biden, avant que Trump n'entame son second mandat. L'administration Biden avait cette politique, à laquelle Bloomberg a eu accès, où il divisait le monde en 3 parties selon l'accès aux puces avancées, aux semi-conducteurs avancés. Et fondamentalement, si vous étiez un allié proche des États-Unis ou un vassal, comme l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, ces alliés proches, alors les États-Unis vous autorisaient à acheter les puces les plus avancées, les semi-conducteurs les plus avancés. Puis si vous étiez un pays qui avait sûrement de bonnes relations avec les États-Unis, mais pas entièrement fiable, comme l'Inde, comme l'Arabie saoudite, alors vous étiez dans une zone intermédiaire. Et enfin, si vous étiez une cible des sanctions américaines et tout le reste, vous étiez dans les mauvais pays, comme Biden et les démocrates appellent ces soi-disant autocraties, ce qui signifie essentiellement des pays qu'ils n'aiment pas. Vous pouvez avoir des élections démocratiques, mais s'ils ne vous aiment pas, alors vous êtes une soi-disant autocratie. C'était la façon dont l'administration Biden appliquait les restrictions sur les semi-conducteurs, sur les puces. Les États-Unis essayaient d'empêcher la Chine d'importer les puces les plus avancées pour étouffer l'industrie chinoise de l'IA, car ils pensaient que si la Chine n'avait pas les puces les plus avancées, son industrie IA serait toujours quelques années derrière les États-Unis et que les grandes entreprises technologiques américaines auraient le monopole de l'IA, ce qui donnerait un avantage compétitif aux États-Unis. Bien sûr, nous savons maintenant que cela a échoué. La Chine a DeepSeek et d'autres entreprises technologiques qui ont déjà développé des modèles tout aussi performants que ces modèles américains, et ils sont open source, gratuits et open source. Donc cette stratégie n'a évidemment pas fonctionné. Mais le point que je veux souligner, c'est que l'administration Biden a en quelque sorte découpé le monde. Ils avaient cette carte publiée par Bloomberg, selon qui étaient les bons pays, les pays moyens et les mauvais pays, selon l'Empire américain. Et ce sont eux qui bénéficieraient d'un accès préférentiel au commerce des technologies les plus avancées. Trump a porté cette logique à un niveau supérieur. Et il ne s'agit pas seulement des semi-conducteurs, il s'agit du commerce tout court. Si vous êtes un pays qui est un vassal obéissant comme ceux d'Europe, alors Trump vous permettra de commercer avec les États-Unis avec ces tarifs. Mais si vous ne respectez pas les directives américaines et si vous adoptez des politiques que les États-Unis n'approuvent pas, il va vous imposer des tarifs très élevés et vous obliger à venir à la table des négociations. Et si vous ne voulez pas conclure un accord, comme l'a fait l'Union européenne, où l'UE a accepté 15% de tarifs américains sur ses produits,
et 0% de tarifs européens sur les produits américains, ce qui donne aux entreprises américaines un avantage massif sur les entreprises européennes. La plupart des pays respectables ne feront pas cela. C'est un traité inégal. Donc Trump dit en gros, très bien, si vous n'êtes pas nos vassaux, vous n'aurez pas accès au marché américain. Voilà pourquoi ce que j'essaie de montrer ici, c'est que ces politiques que Trump met en place sont extrêmes. Elles sont agressives, mais elles ne sortent pas de nulle part. Elles suivent en fait la même logique que celle des démocrates, mais à un niveau d'agression totalement nouveau. Oui, bien. Maintenant, Ben, si nous voulons aborder l'aspect cinétique de tout cela, parce que la guerre économique est tellement intéressante, Ben, vous savez, alors que cette guerre économique se déroule, nous savons que le dollar américain est en bonne santé. Cela a été rapporté plus tôt cet été. Le dollar a connu son pire départ. Nous savons que le rapport sur l'emploi aux États-Unis est vraiment mauvais, car Donald Trump a licencié le responsable du Bureau du travail juste pour avoir publié ce rapport. L'inflation est très élevée. Cependant, la perception, non seulement aux États-Unis, mais dans tout l'Occident, est que la guerre avec la Chine reste sûrement très probable. Et ici, The Economist, si vous recherchez n'importe où dans les médias traditionnels, faites de simples recherches Google, presque chaque semaine, les médias mainstream font des simulations de guerre ou rapportent de nouvelles manœuvres que les États-Unis mettent en œuvre en vue d'une guerre avec la Chine. Et ici, il parle du nouveau plan américain, ce média britannique néoconservateur. Il évoque une île, Tinian, ce petit point qu'ils appellent ainsi par respect pour les habitants, et il explique à quel point cette île sera importante pour ouvrir des parties du Pacifico, installations militaires américaines. Je veux vous montrer les calculs que The Economist a réalisés via le Hudson Institute, ce dont vous pouvez sûrement parler, Ben. C'est un think tank néoconservateur pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. C'est un think tank néoconservateur. Sajay et Jeti, pour ceux qui le connaissent, en viennent. Son modèle, donc le modèle qu'il a utilisé pour ces simulations, indiquait que la Chine dispose de 2000 bombes ou missiles pouvant être lancés chaque jour dans une guerre contre les États-Unis ou Okinawa. Elle pourrait atteindre la deuxième chaîne d'îles, Guam, avec ces missiles. Voilà pourquoi il est si important d'aller encore plus loin vers une île, comme Tinian, afin de construire de nouvelles pistes pour lancer des avions américains et d'autres types d'armes. Alors, Ben, quelle est votre réaction? Parce que c'est constant. Il y a des simulations de guerre permanentes sur une guerre américaine avec la Chine, et il s'agit aussi de comprendre la logique, la stratégie et les raisons. Oui. Eh bien, une bonne façon de commencer cette réponse est de regarder l'actuel secrétaire à la Défense américain, Pete Hegseth. Je l'ai déjà mentionné, mais il est important de souligner Pete Hegseth. Quel est son parcours? Il était animateur sur Fox News, et Trump le regardait tout le temps et l'appréciait, et il a dit « Je vais faire de ce type le chef du Pentagone ». En 2020, il y a 5 ans seulement, Hegseth a publié un livre très extrême, American Crusade, dans lequel il s'identifie fièrement comme un croisé. Il dit que l'Empire américain mène une guerre sainte. Il a utilisé ce terme et a indiqué que les principales cibles des États-Unis, qu'il identifie fièrement, sont la gauche internationale, l'Iran et l'islam en général, ainsi que la Chine. Dans ce livre, il fantasme sur le renversement du gouvernement chinois et affirme que la Chine léchera ses plaies pendant des centaines d'années. Donc, c'est le type qui dirige le Pentagone, fantasme sur un changement de régime en Chine, sur la fragmentation de la Chine et sa transformation en vassal subordonné pendant des centaines d'années. Les États-Unis veulent réimposer le siècle d'humiliation sur la Chine. Qu'est-ce que le siècle d'humiliation? C'est une référence à la période commençant vers 1839, avec la première guerre de l'opium, jusqu'en 1949, avec la révolution en Chine, pendant laquelle la Chine a été partiellement colonisée pendant environ 100 à 110 ans. Les puissances occidentales ont découpé certaines parties de la Chine.
l'Empire britannique a colonisé Hong Kong et d'autres régions, imposant l'accès aux ports comme à Guangzhou. L'Empire portugais, c'est drôle à dire, car le Portugal est aujourd'hui un pays insignifiant, mais son empire a colonisé Macao. L'Empire allemand a colonisé le nord-est de la Chine. Les Japonais ont colonisé une grande partie de la Chine. L'Empire japonais a été brutal, comparable à ce que les nazis ont fait en Europe. Donc, pour la Chine, c'est une histoire très récente, le siècle d'humiliation, profondément ancré dans la conscience politique et culturelle. Et vous voyez le secrétaire à la défense des États-Unis, le chef militaire américain, appelé en gros à un nouveau siècle d'humiliation. Les Chinois y prêtent une attention particulière. Et si l'on examine certains discours de Hegseth, y compris ce discours extrêmement belliqueux au Shangri-La Dialogue à Singapour, il a déclaré que les États-Unis se préparent à une guerre avec la Chine. Il ne l'a pas caché. Il n'a pas tourné autour du pot. Il a dit « Nous nous préparons à la guerre ». Et Hegseth, en tant que secrétaire à la Défense, a voyagé au Japon et aux Philippines et a clairement indiqué que le Japon et les Philippines sont la pointe de la stratégie impériale américaine pour une guerre conventionnelle avec la Chine. Il faut préciser que les États-Unis mènent déjà une guerre non conventionnelle, une guerre hybride contre la Chine, incluant guerre économique, guerre technologique, cyberguerre, guerre de l'information, avec désinformation et fake news dans les médias à propos de la Chine en permanence, guerre psychologique, et il se prépare à une éventuelle guerre militaire conventionnelle. Et cela n'a pas commencé avec Trump. Comme pour tant d'autres choses, il accélère cette tendance. Si l'on remonte à l'administration Biden, il y avait beaucoup de discussions à Washington au sujet de la première chaîne deal. Et en fait, c'est l'administration Biden qui a installé des systèmes de missiles offensifs dans la partie nord des Philippines. Il s'agit du système de missiles Typhoon. Il a une portée de 2000 km. Il peut atteindre la plupart des grandes villes de la Chine continentale. C'est un acte de provocation extrêmement agressif envers la Chine, et c'est l'administration Biden qui a mis ces missiles dans le nord des Philippines. Les Philippines sont désormais gouvernées essentiellement par un dirigeant fantoche des États-Unis, Ferdinand Marcos Jr., également connu sous le nom de Bongbong Marcos, qui est le fils du dictateur de droite de longue date des Philippines, lui-même vassal, obéissant des États-Unis pendant la Première Guerre froide. Et maintenant, comme on dit, tel père, tel fils, il transforme les Philippines en une base avancée avec au moins 9 bases militaires américaines, préparant une guerre potentielle contre la Chine. Bien sûr, les États-Unis occupent militairement le Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils y ont de nombreuses bases militaires importantes, notamment à Okinawa. Il y a des manifestations régulières et constantes à Okinawa contre l'occupation militaire américaine, contre l'impact environnemental et contre les abus, en particulier envers les femmes, perpétrés par des soldats américains. Il existe de nombreux cas horribles d'abus commis par des soldats américains sur ces femmes à Okinawa, sans qu'aucune sanction ne soit prise. Les États-Unis considèrent le Japon comme un État quasi-colonial. Ils préparent également l'utilisation du Japon et des Philippines pour cette guerre potentielle contre la Chine. Cependant, il faut souligner que la Rand Corporation a publié un rapport très intéressant examinant comment les États-Unis essayaient aussi de faire pression sur d'autres pays de la région pour leur permettre d'utiliser leur territoire afin d'installer des missiles offensifs et de préparer la guerre contre la Chine. Ce qui est intéressant, c'est que presque tous les pays de la région ont refusé. Beaucoup l'ont fait poliment, car ils entretiennent de bonnes relations avec les États-Unis. Un exemple, la Thaïlande. Les États-Unis voulaient installer ces bases en Thaïlande pour une guerre contre la Chine. Et le pays a dit « Non, nous ne vous laisserons pas faire cela. » Ce sont les Philippines qui se sont portées volontaires. Si l'on regarde le reste de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam a une politique très sensée, appelée politique du non, ce qui signifie pas de bases militaires étrangères, pas d'alliance militaire. Il y a plusieurs autres non dans la région. Le Vietnam adopte cette politique étrangère non alignée, ce qui est très judicieux. En réalité, le Vietnam agit dans son propre intérêt.
Certains à Washington aiment prétendre que le Vietnam est un allié loyal des États-Unis contre la Chine. Ce n'est absolument pas vrai. Le Vietnam entretient de très bonnes relations avec la Chine et avec les États-Unis. Le Vietnam a aussi clairement indiqué, et je pense que c'est un bon résumé de cette politique étrangère non alignée au sein de l'ASEAN, qu'il va maintenir de bonnes relations avec les deux parties dans cette nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Il accueille les investissements américains, les investissements chinois et veut que l'Asie du Sud-Est reste une zone de paix. Ainsi, les Philippines sont vraiment le seul pays entièrement engagé dans ce processus, utilisé comme une base avancée, comparable à l'Ukraine, pour une guerre potentielle contre la Chine. Et bien sûr, les États-Unis estiment que cette guerre pourrait commencer à propos de Taïwan. Voilà pourquoi les États-Unis, depuis des décennies, inondent Taïwan de milliards de dollars d'équipements militaires offensifs. Ils prétendent que ces équipements sont défensifs, mais beaucoup d'entre eux sont dits à double usage, pouvant servir à des opérations offensives contre la Chine continentale. La stratégie consiste à transformer Taïwan en ce qu'ils appellent un port épique épineux et à traiter les Taïwanais comme des pions, les poussant dans le broyeur contre la Chine jusqu'au dernier Taïwanais. Trump a clairement montré cela en essayant de menacer Taïwan pour forcer la plus importante entreprise de Taïwan, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, TSMC, à s'implanter aux États-Unis. Elle a déjà ouvert certaines grandes usines en Arizona, bien qu'avec de nombreuses difficultés, car elle ne dispose pas des travailleurs qualifiés nécessaires ni des infrastructures requises. Elle a dû envoyer beaucoup de ses employés et leurs familles depuis Taïwan vers l'Arizona. L'objectif des États-Unis est clair: pousser sans cesse, soutenir des forces séparatistes extrêmes à Taïwan, leur fournir des armes. L'armée américaine est présente à Taïwan, et tout se prépare à une guerre potentielle contre la Chine continentale, ce qui serait complètement catastrophique. Mais selon la vision des États-Unis, nous ne serons pas ceux qui souffriront. Tout se déroulera dans le Pacifique. Le Pentagone sait qu'il a réalisé des jeux de guerre pendant des années. Tous ces jeux montrent que les États-Unis perdent dans la majorité des scénarios, ou au mieux, que les deux parties perdent dans le meilleur des cas. La perspective américaine est la suivante. Les stratèges impériaux de Washington voient que la Chine est clairement en pleine ascension, qu'elle sera un pays très puissant, notamment économiquement, et que les États-Unis sont en déclin majeur. Tout le monde peut le constater. Trump est un symptôme de ce déclin, mais il n'en est pas la cause. Les stratèges impériaux américains considèrent que c'est la dernière occasion pour l'Empire américain d'étrangler ce bébé dans son berceau, même si ce bébé est désormais très grand et le berceau très étroit. Ils veulent saboter la Chine. Ils pensent pouvoir isoler la Chine en provoquant cette guerre. Ils estiment que d'autres pays ne voudront pas améliorer leurs relations ni commercer avec la Chine. Ils pensent que la Chine sera transformée en paria si cette guerre éclate à propos de Taïwan et que l'Empire américain pourra utiliser cela pour isoler la Chine et maintenir son avantage. Préserver son hégémonie. C'est évidemment une stratégie folle, mais vous savez, c'est le genre de copium sur lequel les gens à Washington survivent. It's obviously a crazy strategy, but this is the kind of copium that people in Washington survive on. Oui. Et sûrement, tu pourrais parler de la réponse de la Chine, Ben, parce que ce qui est vraiment intéressant, à chaque fois que l'on lit des jeux de guerre ou des rapports comme celui de The Economist, la manière dont ils en parlent, rien que pour la description des capacités de la Chine, la manière dont ils en parlent est la suivante. La Chine dispose de ses capacités, n'est-ce pas? Ce qui est très effrayant. Ils ont tous ces missiles qui pourraient lancer. Vous savez, des milliers par jour. Ils pourraient larguer 450 munitions par jour, atteindre jusqu'à Guam, ils pourraient même atteindre Hawaï, ils pourraient toucher Hawaï, où se trouve le quartier général du commandement Indo-Pacifique, le centre de commandement dédié à la montée en puissance du Pentagone pour la guerre contre la Chine. Ce qui est intéressant, Ben, c'est que la Chine réagit très différemment à ce genre de provocation. Oui. Alors, parle de la façon dont la Chine réagit réellement à cela.
Eh bien, tout d'abord, la Chine est un pays pacifique. Contrairement aux États-Unis, la Chine n'a pas mené de guerre depuis 1979. 1979. Pendant ce temps, pensez au nombre de guerres que les États-Unis ont menées depuis 1979. C'est fou. 2 fois en Irak, Afghanistan, Syrie, Yémen, Libye, Grenade, Nicaragua, Panama, Yougoslavie, la liste est longue. Donc, il y a cet aspect. Maintenant, concernant la réponse de la Chine aux États-Unis, les États-Unis font constamment des exercices militaires en mer de Chine méridionale, en envoyant des navires à travers le détroit de Taïwan. La Chine n'envoie pas de navires au large de la Californie, ni dans le golfe du Mexique. Ils ne font pas d'exercices militaires au large des côtes américaines. C'est une provocation extrême de la part des États-Unis. Et puis, à chaque fois que la Chine continentale réagit à ces provocations en faisant des exercices autour de Taïwan, qui, selon le droit international, fait partie de la Chine, les États-Unis prétendent que la Chine menace Taïwan, ce qui est absurde. Les États-Unis menacent-ils la Floride? La Floride fait partie des États-Unis. Personne ne conteste cela. Taïwan fait partie de la Chine selon le droit international. Allez à l'ONU. Il n'y a qu'une Chine, et c'est la République populaire de Chine. Je tiens toujours à le souligner parce que je parle souvent, je critique constamment le FMI, qui est une institution horrible. Il est dominé par les États-Unis. Les États-Unis sont le seul pays à disposer d'un droit de veto. Il est basé à Washington. Cependant, allez sur le site du FMI, même eux l'admettent. Dans toutes leurs données, le FMI indique « Province de Taïwan, Chine ». Taïwan fait partie de la Chine. Point final. Techniquement, les États-Unis reconnaissent cela, car lorsqu'ils ont normalisé leurs relations avec la République populaire de Chine dans les années 1970, ils ont signé 3 accords connus sous le nom des Three Communiques, dans lesquels les États-Unis reconnaissaient la politique d'une seule Chine. Et en particulier, dans le 3e communiqué, les États-Unis déclaraient qu'ils cesseraient progressivement de vendre des armes à Taïwan. Aujourd'hui, plus de 40 ans se sont écoulés. Et les États-Unis continuent de vendre. Non seulement ils vendent des armes à Taïwan, mais ils en vendent de plus en plus, y compris des armes offensives à double usage, ce qui menace évidemment la Chine continentale. Ainsi, les États-Unis violant l'esprit même, ils violent le droit international. Ils violent la base diplomatique des relations sino-américaines et tentent de provoquer une guerre. La Chine ne veut pas de guerre. Je le sais très bien. J'ai vécu en Chine pendant 2 ans. Je connais beaucoup de gens en Chine. J'en ai parlé avec eux, nombre de chercheurs, universitaires, anciens diplomates, journalistes. Tout le monde est d'accord. Nous ne voulons pas de guerre avec Taïwan. Il y a des frères et sœurs à Taïwan. Beaucoup de Chinois continentaux ont des membres de famille ou des amis qui vivent et travaillent à Taïwan. Ironiquement, jusqu'à ce que le DPP arrive au pouvoir, le parti pro-occidental à Taïwan, très néolibéral, auparavant, je n'ai pas le temps de détailler toute l'histoire, mais le Kuomintang, les nationalistes, historiquement opposés à la Chine continentale, sont devenus, avec le temps, plus favorables à la Chine continentale, car ils adhèrent toujours à la politique d'une seule Chine. Mais la situation étrange est que, sous Chiang Kai-shek, il pensait être la seule vraie Chine, cette petite île, alors que le continent était la fausse Chine. Et il faisait partie de la Chine unique. Peu importe. Enfin, je n'ai pas le temps de développer cette histoire. Mais en réalité, après la fin de la Première Guerre froide, surtout dans les années 2000, le Kuomintang a commencé à encourager les politiques d'échange, de voyage et de commerce à travers le détroit de Taïwan, surtout après que le continent a connu une croissance rapide et que l'économie taïwanaise est devenue relativement moins significative. Sur le continent, personne ne veut la guerre avec Taïwan. Ils la voient simplement comme une tragédie horrible. Cependant, c'est la ligne rouge la plus absolue. Pékin prend cela très au sérieux, aussi sérieusement que possible, car pour eux, et selon le droit international, il s'agit d'une question de souveraineté. Selon le droit international, Taïwan fait partie de la Chine. Les États-Unis essaient de détacher une partie importante de la Chine. Les États-Unis veulent avoir une base militaire à Taïwan avec des armes nucléaires. Ce qu'ils avaient déjà lors de la Première Guerre froide,
y compris pendant la deuxième crise du détroit de Taïwan en 1958. Sous Eisenhower, le gouvernement américain a failli utiliser des armes nucléaires contre le continent chinois pour soutenir les séparatistes à Taïwan. À cette époque, les États-Unis avaient des armes nucléaires stockées à Taïwan. Nous le savons grâce à Daniel Ellsberg, le lanceur d'alerte qui a révélé les Pentagon Papers. Il l'a dévoilé avant sa mort. Et nous savons, Henry Kissinger aussi, grâce à des documents des Archives nationales de sécurité, qu'il a évoqué le fait que lorsque les États-Unis ont normalisé les relations avec la Chine dans les années 1970 sous Nixon et Kissinger, l'un des enjeux était évidemment que les États-Unis devaient reconnaître la politique d'une seule Chine, arrêter de vendre des armes à Taïwan et fermer leurs bases militaires à Taïwan, en retirant leurs armes nucléaires, ce qu'ils ont effectivement fait. Du point de vue chinois, il s'agit donc d'une question de sécurité existentielle. Les États-Unis violant la souveraineté de la Chine. Les États-Unis essaient de détacher une partie de la Chine et de placer des armes nucléaires à quelques kilomètres seulement du continent chinois. C'est absolument intolérable. Intolérable. Ils ne le permettront jamais, jamais. Donc, même si personne sur le continent ne veut de guerre, ils sont prêts à se battre si les États-Unis la déclenchent. Et les États-Unis poussent vraiment leur chance ici. Et franchement, si une guerre éclate, ce qui semble malheureusement de plus en plus probable, les États-Unis en seront responsables, et ça ne se passera pas comme ils l'imaginent. Nous avons déjà parlé du fait que, même avec tous les jeux de guerre, dans le scénario le plus généreux, les États-Unis et la Chine perdent. Mais ce sont les scénarios les plus généreux. Et nous savons tous que c'est du copium. Il n'y a aucun moyen, pas en 1 million d'années, que les États-Unis s'en approchent de la victoire. Tout cela fait partie d'une stratégie visant à affaiblir et isoler la Chine. Et ça ne fonctionnera pas comme ils le pensent. Tout comme la guerre par procuration en Ukraine n'a pas fonctionné comme ils le croyaient. Et je dirais qu'une guerre par procuration à Taïwan serait encore plus folle, parce que, évidemment, les États-Unis et l'OTAN menaçaient massivement la Russie, étendant l'OTAN constamment jusqu'aux frontières russes. Les États-Unis ont soutenu un coup d'État en Ukraine en 2014, qui a mis au pouvoir un régime oligarchique pro-occidental, affirmant qu'il rejoindrait l'OTAN. Vous savez, les États-Unis ont déclenché la guerre civile dans l'est de l'Ukraine. Donc évidemment, tout cela était une provocation extrême. Mais malgré tout cela, selon le droit international, l'Ukraine ne faisait pas partie de la Russie. Taïwan fait partie de la Chine selon le droit international. S'il y a une guerre, le droit international précisera très clairement que la Chine défend sa souveraineté et c'est une affaire intérieure chinoise, alors que les États-Unis sont ceux qui interfèrent et violent la souveraineté de la Chine. Donc je voulais juste le souligner parce que parfois les gens comparent Taïwan et l'Ukraine, et je comprends pourquoi ils le font, mais c'est encore plus fou. Ce que les États-Unis ont fait en Ukraine est déjà fou. Les États-Unis sont responsables de la destruction de l'Ukraine et d'une génération entière d'Ukrainiens. C'est une tragédie totale. Les États-Unis sont responsables de cette guerre. Même des universitaires américains traditionnels comme John Mearsheimer l'admettent. Et Mearsheimer est un faucon de la Chine. Il est extrêmement anti-Chine. Mais le point que je veux souligner, c'est que ce que les États-Unis ont fait en Ukraine, autant que ce soit fou, ce que les États-Unis font à Taïwan est 10 fois plus fou. C'est totalement incroyable. Oui. Et le dernier point, tu peux réagir à ça parce que exactement pendant que tu parlais, ça m'a rappelé, tu parlais des jeux de guerre et de la façon dont la Chine réagirait à cette ligne rouge. Récemment, je sais que tu es un grand fan de ce think tank, le Center for Strategic and International Studies. Ils viennent de publier un jeu de guerre sur le blocage potentiel de la Chine. Et ce n'est même pas potentiel, car ils ont raison dans leur évaluation. S'il y a une tentative de sécession de Taïwan, il y aura un blocus, parce que la Chine a en réalité testé ce blocus dans ses exercices militaires en réponse aux provocations américaines. Et ce qui est fascinant, Ben, c'est qu'à mesure que ces jeux de guerre continuent,
on a presque l'impression que leur propre vérification de la réalité transparaît sur le papier et sur l'écran, car oui, ce serait une catastrophe. Ce n'est pas du tout comparable aux sanctions contre la Russie. Si un blocus de Taïwan se produit, ce sera un vrai blocus, et cela fera très mal aux habitants. Le peuple chinois à Taïwan sera confronté à quelque chose comme ça. Tout cela à cause des États-Unis et de leur bellicisme. Quelle est ta réaction finale à cela? Oui, bloquer une île est très facile. Bloquer un pays immense au milieu de l'Europe comme l'Ukraine est beaucoup plus difficile. Donc encore une fois, je comprends pourquoi les gens comparent l'Ukraine et Taïwan, mais parfois ils sont tellement différents que ce n'est pas vraiment utile de les comparer. Et je ne dis pas que tu fais ça, mais dans la conscience populaire et les médias, on les compare constamment. Et certaines similarités s'arrêtent. À un moment, les différences sont bien plus grandes. L'une d'elles est le blocus. L'autre est encore une fois que selon le droit international, Taïwan fait partie de la Chine. Donc par exemple, avec les manifestations à Los Angeles, Trump a envoyé la garde nationale. Nous, en tant qu'Américains, avons des sentiments forts à ce sujet. C'était fou. Une violation flagrante de la loi américaine et de l'autorité présidentielle. Mais imaginez que la Chine intervienne militairement aux États-Unis parce que Trump a déployé la garde nationale à Los Angeles. C'est une comparaison beaucoup plus précise avec ce que font les États-Unis à Taïwan. Taïwan est une affaire intérieure de la Chine. L'intervention militaire américaine, ce serait comme si la Chine soutenait les séparatistes en Californie, leur fournissait des milliards de dollars d'armes, les finançait, puis les poussait à déclencher une guerre civile aux États-Unis. Et ensuite, le gouvernement fédéral américain envoie des troupes pour empêcher le mouvement séparatiste californien soutenu par la Chine. Et la Chine intervient militairement en affirmant devoir soutenir la souveraineté et la démocratie de la Californie. C'est exactement ce que font les États-Unis en Chine, dans les affaires intérieures de la Chine. Point final. C'est en aucun cas hyperbolique. Selon le droit international, c'est ce qui se passe. Maintenant, en ce qui concerne ces différents think tanks de Washington, ce qu'ils font réellement, c'est couvrir la vraie stratégie, c'est-à-dire les motifs ultérieurs. Tu parlais du CSIS. C'est un autre think tank néoconservateur financé par des gouvernements occidentaux et l'industrie de l'armement, comme l'Hudson Institute. L'Hudson Institute est la principale voix du néoconservatisme à Washington. Il est également financé par de grandes entreprises, des gouvernements occidentaux et le complexe militaro-industriel. Voici un exemple. Le principal conseiller économique de Donald Trump, Stephen Moore, son expert en tarifs, donnait une conférence à l'Hudson Institute à Washington lors d'un événement privé et à huis clos. Et sur scène, pendant son intervention, il y avait 4 drapeaux à l'Hudson Institute. Le drapeau américain, le drapeau israélien, le drapeau ukrainien et le drapeau taïwanais. Je veux dire, rien que le symbolisme de cette image, pour moi, dit tout. Ce que les États-Unis ont fait à la Palestine, ce que les États-Unis ont fait à l'Ukraine, c'est exactement ce qu'ils préparent maintenant pour Taïwan. Et tous ces rapports et think tanks sur la stratégie militaire et les jeux de guerre, tout cela n'est qu'une distraction. Tout cela sert à justifier ce qu'ils font. Mais comme je l'ai dit, le véritable objectif est de tenter d'affaiblir la Chine. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Les États-Unis savent qu'ils ne peuvent pas gagner une guerre contre Taïwan. C'est fou. Ça n'arrivera jamais, pas en 1 million d'années. Ils savaient aussi qu'ils ne gagneraient pas en Ukraine. Là, ils avaient un peu plus de chance en Ukraine. Mais malgré tout, nous parlons d'une probabilité de 0,01% pour Taïwan. Ils avaient 1% de chance en Ukraine. Nous savions tous qu'ils allaient perdre en Ukraine. Toi et moi, Danny, nous le disions depuis le tout début de ce conflit. Mais avec tous les jeux de guerre, ils font tout ça pour le justifier. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'était pas de gagner. L'objectif, comme l'a dit Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense sous Biden, l'objectif était, comme il l'a admis, d'affaiblir la Russie, d'isoler la Russie, de transformer la Russie en un soi-disant paria. Et ils pensaient y être parvenus. Et en Occident, ils ont en grande partie réussi. Je veux dire, ils ont réussi pendant toute une génération à détruire les relations de l'Europe avec la Russie.
Dans toute notre vie, Danny, je ne m'attends pas à ce que l'Europe ait de bonnes relations avec la Russie. Ils y sont parvenus. Mais l'Europe et les États-Unis, l'Occident, représentent 13% de la population mondiale. 87% de la population mondiale est en dehors de l'Occident. Et la Russie entretient de bonnes relations avec la grande majorité d'entre eux. La Russie a de bonnes relations avec la Chine et l'Inde, les deux pays les plus peuplés. Le Brésil, le Bangladesh, même le Pakistan, ce n'est pas parfait, mais ça s'améliore. Ce sont les pays les plus peuplés du monde. Le Nigeria, avec la majeure partie du continent africain, la Russie entretient de très bonnes relations. L'Égypte, très bonnes relations. Ce sont des pays immenses. L'Indonésie, ils ont de bonnes relations. Donc, l'Occident n'est pas le monde entier. Le monde ne tourne pas autour de l'Occident, même s'il le pense à Washington et à Bruxelles. Donc c'était l'objectif de la guerre en Ukraine, empêcher l'intégration de l'Eurasie, empêcher l'Europe d'avoir de bonnes relations avec la Russie, isoler la Russie. Ils y sont parvenus. L'objectif de provoquer une guerre autour de Taïwan n'est pas de vaincre la Chine. Ils ne vaincront jamais la Chine. L'objectif est de tenter d'isoler la Chine. La stratégie à Washington est la suivante. Ils pensent qu'en déclenchant cette guerre, ils pourront présenter Pékin comme un agresseur, même si, selon le droit international, c'est une affaire interne à la Chine. Ils pensent pouvoir pousser d'autres pays à sanctionner la Chine ou, au minimum, à réduire leurs échanges avec elle pour transformer la Chine en paria, comme ils ont tenté de transformer la Russie en paria. Cela va échouer encore plus que leur tentative d'isoler la Russie. Oui, absolument. Absolument, Ben. Maintenant, nous pouvons conclure ici. Je voulais juste remercier tous ceux qui ont fait un super chat. Merci beaucoup à vous tous. Et il y a une question d'un super chat. Ben, si tu veux intervenir rapidement, quelles sources médias recommanderais-tu sur les pays des BRICS? Merci de regarder notre émission CAD. Je suis intéressé si tu connais des sources moins connues. Oui. Eh bien, c'est difficile. On me pose souvent cette question, et la triste réalité est qu'à part quelques petits médias alternatifs comme le nôtre, Danny, il faut consommer beaucoup de médias. Je passe plusieurs heures chaque jour à lire des articles, des livres, des analyses et des rapports. Littéralement, c'est une énorme partie de ma vie. Et parce que je suis un nerd et que je m'intéresse à ces sujets, que je suis passionné, je trouve ça fascinant. Et je me sens chanceux d'avoir ce travail parce que j'apprends toujours de nouvelles choses. Mais c'est beaucoup de travail et il n'y a pas une seule source. Je sais, c'est la réponse que personne ne veut entendre. La plupart des gens n'ont pas autant de temps libre parce que ce n'est pas leur métier. Donc, on ne peut pas juste choisir différents médias. Honnêtement, les médias que je lis le plus sont en réalité le Financial Times, Bloomberg et Reuters. Parce que même s'ils ont de forts biais, il faut savoir quels sont ces biais. Le Financial Times et Bloomberg sont écrits pour la classe capitaliste. Ils doivent avoir de bonnes informations. Contrairement au New York Times, qui est écrit pour la classe politique, pour fabriquer un consentement politique. Alors que le Financial Times et Bloomberg sont destinés aux gens de Wall Street qui investissent. Ils veulent de bonnes informations. Voilà pourquoi on peut contourner certains paywalls. Et puis Reuters, c'est un fil d'actualité international très neutre. Ensuite, je lis d'autres médias et je fais mon tri. Mais si tu veux de bonnes informations sur les pays des BRICS, tu peux lire les médias dans ces pays. La Chine a un très grand réseau médiatique et il y a certains médias que je préfère comme le Global Times, qui est un peu plus nationaliste, alors que CGTN et Xinhua sont très neutres et font beaucoup de bons reportages. Beaucoup d'informations utiles, mais ils veulent se présenter comme extrêmement neutres, à la manière de l'AP ou de Reuters. Évidemment, il n'y a pas de journalisme complètement neutre, mais ils essayent de l'être autant que possible. La Chine a donc un très grand réseau médiatique. Je recommande le Global Times. La Russie a ses médias, RT, Sputnik. Le Brésil a quelques bons médias, y compris en anglais. Le meilleur média brésilien est Brasil de Fato. Il y a aussi Brasil 247, mais il publie surtout en portugais.
Brasil de Fato propose également des contenus en anglais. Ils sont très bons. Si vous voulez des sources, si vous voulez, elles se concentrent évidemment surtout sur le Brésil, mais aussi sur d'autres sujets et les BRICS en général. Pour l'Inde, il y a NewsClick qui a récemment été attaqué par le gouvernement indien. NewsClick est fiable. Il y a, pour l'Inde, The Wire est correct, mais les médias indiens sont compliqués. Oui, il y a beaucoup de choses mauvaises dans les médias indiens. People's Dispatch a beaucoup de bons journalistes venant d'Inde et ils font du très bon travail. People's Dispatch fournit beaucoup de bons reportages sur les BRICS. Donc oui. Ensuite, pour l'Afrique du Sud, je ne connais pas très bien les médias sud-africains, mais honnêtement, c'est de l'information alternative. C'est pour cela que je fais le travail que je fais. C'est pour cela que Danny fait le travail qu'il fait. Je pense que les médias alternatifs sont importants. Mais si je devais mentionner d'autres bonnes sources en général, mes amis, nos amis de Breakthrough News sont excellents. Je recommande aussi People's Dispatch. Je recommande honnêtement le Financial Times. C'est un cliché, mais le FT, j'ai vraiment beaucoup appris en le lisant parce qu'il est écrit pour la classe capitaliste et ils veulent de bonnes informations. Ce sont les principales sources que je lis. Oui, pareil. Je veux dire, le point est de s'assurer qu'on peut trouver des informations sur les BRICS et ce que font les BRICS depuis les pays eux-mêmes, surtout les plus grands, Russie, Chine, Brésil, parce qu'ils couvrent les sujets du point de vue des BRICS. Donc c'est une part énorme et il y a un média très petit sur YouTube où il y a beaucoup de mauvais contenus vraiment mauvais sur les BRICS. Terrible. Je veux dire juste, c'est tout, ce n'est même pas, vous savez, BRICS News sur X, où il y a des millions de chaînes similaires sur YouTube qui sont juste... Désolé de t'interrompre. Avant que tu continues, maintenant que tu l'as mentionné, je dois juste préciser quelque chose. J'ai dit ça sur Twitter, mais les gens se trompent. Le compte dit BRICS News sur Twitter n'est pas un compte officiel des BRICS. Je crois qu'ils ont finalement dû mettre une note disant qu'ils ne sont pas un compte officiel. Mais tellement de gens le pensaient. Ce compte est géré par une société de crypto. Ils ne le sont pas. Ça s'appelle Watcher Guru, c'est l'entreprise qu'ils gèrent. Oui, ils ne sont pas un média officiel des BRICS. Il n'y a pas de média officiel des BRICS. Donc chaque année, ça change. Cette année, le Brésil a un site BRICS qui est en fait très bon. Il y a beaucoup d'informations, ça vaut le coup de le lire en anglais, portugais et espagnol. Mais ce n'est que pour un an. C'est pas officiel pour tous les pays BRICS. Il y a un média. Ce n'est pas officiel, mais semi-officiel, qui est TV BRICS. Mais encore une fois, ce n'est pas officiel. Le compte Twitter n'est pas officiel. Il est géré par une société de crypto. La seule raison pour laquelle ils soutiennent la dédollarisation, c'est pour que les gens achètent du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. Ce n'est pas parce qu'ils font partie des BRICS. Ils n'en font pas partie. Oui. Je veux aussi dire qu'il y a une petite chaîne YouTube, Think BRICS, qui fait de vraies analyses sur les BRICS. Donc vraiment, regardez-les. Tapez Think BRICS. Ils font de leur mieux et ils couvrent vraiment les BRICS d'un point de vue BRICS, ce qui signifie du point de vue des pays, de l'organisation et de ses positions. Si vous voulez en savoir plus sur les BRICS, c'est une bonne option vidéo, parce que tous les autres qui s'en occupent sont exactement comme vous le disiez, ce sont des spéculateurs en crypto qui veulent vous faire acheter plus de crypto. Ils disent n'importe quoi et ne valent pas la peine d'être suivis, car ils ne fournissent aucune information. Il faut juste passer à autre chose. Je veux juste corriger un petit détail. J'ai dit BRICS TV. Désolé. Ça s'appelle TV BRICS. TV BRICS est un média semi-officiel, mais la plupart des autres, comme vous l'avez mentionné, ne sont pas officiels. Il y a quelques groupes de personnes qui se concentrent sur les BRICS. Il y a nous et nos amis qui sommes anti-impérialistes, qui soutiennent le Sud global, veulent un monde multipolaire pour que le Sud global ait plus de possibilités de développement indépendant, sans le joug de l'impérialisme et de l'hégémonie occidentale. Ensuite, il y a les crypto-spéculateurs qui parlent des BRICS parce qu'ils soutiennent la dédollarisation pour que les gens achètent de la crypto.
car ils ont beaucoup investi et veulent des gains en capital. Et puis il y a des personnes dans les différents pays BRICS qui parlent beaucoup des BRICS, mais évidemment, leurs points de vue sont très différents. Il est important de garder ces perspectives en tête. Oui, eh bien, tout le monde, c'était une excellente émission. Assurez-vous de cliquer sur like. Je continuerai la vidéo après la fin. Vous pouvez suivre Ben sur Geopolitical Economy, report. Je mettrai le lien dans la description après notre émission. Vous pouvez consulter toutes les façons de soutenir cette chaîne. Sur ce, passez tous un bon reste de matinée ou de soirée, où que vous soyez. Cliquez sur like avant de partir. Et à la prochaine, prenez soin de vous